à tous pour le dernier quart d'heure d'INSEM. Évidemment, on est toujours en direct et on a décidé de vous réserver une émission qui sera consacrée aux algorithmes prédictifs. Alors comprenez, chaque fois qu'on se connecte sur Internet, eh bien, les données de nos recherches sont accumulées. Ces données, eh bien, elles vont conditionner les résultats de nos prochaines recherches. C'est plus souvent des publicités qui sont bien ciblées. Le problème, c'est que ces données marchandes, eh bien, ne servent pas uniquement à afficher des pubs de matelas ou de croquettes pour chats, mais elles s'inscrivent dans une démarche prédictive. Demain, elles détermineront aux yeux des autres notre profil et nos actions. C'est donc le principe des algorithmes prédictifs. Mais sur quelle équation se base-t-il pour interpréter ces données? Et devons-nous avoir peur des résultats? Les réponses avec notre expert Éric Ferrard. Il est en charge de l'aménagement numérique à la collectivité de Corse. C'est notre expert nouvelles technologies. Si vous avez des questions à lui poser, vous nous appelez au numéro de téléphone qui s'affiche ou alors vous nous écrivez sur Facebook. Les filles, vous veillez. Tout à fait, le post est là, n'hésitez surtout pas à réagir. Allez, maintenant que vous avez bien peur, toutes les explications avec notre expert. Bonjour Éric et bienvenue. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, on le disait, lorsqu'on fait une recherche sur Internet, nos données sont collectées. Jusque-là, c'est pas forcément nouveau. À quoi elles servent ces données aujourd'hui? Bien, aujourd'hui, quand vous effectuez une recherche sur Internet, votre navigateur vous permet d'avoir un historique des recherches. Bon, eh bien, de plus en plus aujourd'hui, cet historique de recherche est exploité pour déterminer sur les côtés de votre navigateur des messages publicitaires ou en top liste de votre recherche des annonces. Et donc aujourd'hui, le moteur de recherche le plus employé qui est Google, masque finalement les références pertinentes à votre recherche par en premier lieu des annonces publicitaires. Donc tout ça est exploité à des fins publicitaires qui vont vous renvoyer sur des sites marchands généralement et vous inciter à consommer. Donc ça, c'est la dimension marchande, puisque de toute façon, le principe, c'est que sur Internet, rien n'est gratuit. Alors, rien n'est gratuit si ce n'est que la navigation sur Google aujourd'hui et les fonctionnalités du moteur de recherche sont accessibles gratuitement. Par contre, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une marchandisation des données qui est en train de se faire à grande échelle à travers ce qu'on appelle les GAFAM, c'est-à-dire Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Ce conglomérat de plateformes, aujourd'hui, n'a qu'un but, c'est de faire de vous, finalement, un objet aussi de chalandise. Et donc de faire en sorte de mémoriser le plus de données possible concernant les usagers Internet. Aujourd'hui, ça se fait plus ou moins à notre insu. En revanche, c'est la même chose lorsqu'on va poster du contenu sur les réseaux sociaux, à ceci près que ça se passe avec notre aval. Et là, la dernière actu, on pense à Facebook qui va désormais déterminer notre classe sociale. Oui, c'en est un exemple, c'est le dernier exemple en date d'un brevet qu'a déposé Facebook, qui consiste à classifier les utilisateurs Facebook selon 3 classes sociales. Que sont les classes modestes, les classes moyennes et les classes privilégiées. Et mais donc, ils vont faire ça de quelle façon? À travers un algorithme dont les critères sont définis de façon arbitraire par les concepteurs de cet algorithme, on va essayer en ligne de déterminer en fonction de vos postes, en fonction des endroits où vous vous connectez et des machines qui vous permettent de vous connecter, de déterminer à quelle classe vous appartenez. Mais cela c'est fait de façon extrêmement arbitraire. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cet algorithme prédictif qui va vous classifier se fait en dehors de toute analyse scientifique. C'est un dogme qui a été créé chez Facebook, qui a fait un brevet Facebook, et Facebook ne va pas s'empêcher de l'appliquer sous prétexte qu'il n'ait pas de légitimité scientifique. Alors là, ce qu'on comprend, c'est que le problème potentiel, c'est vraiment l'interprétation de ces données par cet algorithme prédictif. Mais de quoi s'agit-il exactement? Comment ça fonctionne? Les algorithmes prédictifs, c'est une façon, c'est une façon essayer de prédire un certain nombre de comportements pour ce qui est des internautes, mais aussi de prédire l'avenir, entre guillemets. C'est un peu Minority Report. C'est essayer de faire de la prédiction pour pouvoir déterminer les actions les plus optimales à réaliser compte tenu des prédictions avérées qui sont issues généralement de grandes masses de données qui sont collectées sur Internet.
Oui. Pardon, excusez-moi, on a une réaction de Marie qui nous demande est-ce que ça veut dire qu'il ne faut plus rien poster sur Facebook? Quelle est l'attitude à adopter en clair? Eh bien, il faut, par rapport à tout ça, je préconise effectivement une prise de conscience des internautes par rapport aux usages qu'ils font de ces plateformes. Pourquoi? Parce que ces plateformes génèrent des addictions, génèrent une forme de plaisir, ne serait-ce que dans les likes que l'on poste ou que l'on a vis-à-vis d'un post que l'on a fait. On génère une espèce d'addiction à ce genre de réaction. Et donc, si vous voulez, tout ça est cultivé. Donc aujourd'hui, il faut prendre du recul par rapport à ces usages et se questionner vraiment sur, finalement, notre identité sur le net et la façon dont on veut utiliser ces réseaux sociaux au mieux pour garantir sa personnalité et sa conscience citoyenne. C'est un problème de conscientisation qu'il faut avoir vis-à-vis de l'usage de ces réseaux sociaux. Éric, aujourd'hui, les algorithmes prédictifs sont déjà en place. Donc on rappelle, chaque fois qu'on se connecte sur Internet, on va laisser des données. Oui. Les données qui seront ensuite interprétées, elles seront, appliquées dans quel domaine de la vie courante ? Bien, le problème, c'est que toutes ces données, aujourd'hui, font l'objet de traitements dont on ne connaît pas, finalement, l'ambition. En tout cas, il commence à émerger. Alors, c'est vrai que, si vous voulez, vous avez une culture ambiante de la start-up qui cherche le modèle dans lequel tout le monde sera heureux et qui va permettre d'optimiser notre vie de façon à être plus heureux, d'éviter de faire les choses qui sont les plus difficiles à faire et faciliter les choses. Mais en fait, on s'aperçoit qu'on est dans des démarches qui sont de conditionnement vis-à-vis des usagers de l'Internet. C'est-à-dire qu'on essaye de conditionner des actions par rapport à des analyses où on essaye de conditionner ce que sera demain, par exemple, un internaute quand il rentrera dans une entreprise. Donc on va mettre en place aujourd'hui des recruteurs qui recrutent grâce à des algorithmes prédictifs dans des entreprises. Donc l'entreprise va solliciter ce recruteur, ce chasseur de tête, mais le chasseur de tête, lui, il met en œuvre un algorithme prédictif sur les données collectées pour savoir si vous êtes en adéquation ou pas avec l'emploi proposé. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que toutes les recherches qu'on aura effectuées sur le net, en fonction de l'interprétation de cet algorithme prédictif, soit un employeur décidera de nous prendre et il pourra aussi très librement refuser parce qu'on ne correspondra pas au profil. Exactement. Exactement, et ça, c'est des services qui sont aujourd'hui vendus par des start-up françaises aussi, mais qui sont de plus en plus commercialisés, des chasseurs de tête qui fonctionnent sur ce qu'on appelle le big data, donc toutes ces données collectées, et sur l'algorithme prédictif. Et le problème, c'est que vous ne savez pas ce que contient l'algorithme prédictif. C'est-à-dire, c'est fondé sur des données qui sont des données quantitatives, issues de vos navigations, de votre activité sur le net, mais pour autant, vous ne savez pas comment elles sont croisées et interprétées pour vous qualifier comme étant le bon candidat ou le mauvais. Alors ça, on parle d'une entreprise, mais ça peut être valable pour une faculté, une assurance, une banque aussi également. Oui. De quelle façon ? Ça rentre dans la vie quotidienne, en fait. Ça rentre dans la vie quotidienne. Vous achetez une liseuse. Bon, votre liseuse, vous achetez des livres électroniques, votre liseuse évalue très vite le temps que vous allez mettre à lire le livre. Donc elle le fait par rapport à un algorithme qui évalue votre temps de lecture par rapport au premier livre que vous allez lire et la façon de tourner les pages. Bon, cette donnée, tant qu'elle est détenue par la liseuse pour essayer d'optimiser votre information sur le temps de lecture d'un livre, ça va. Mais quand cette donnée, elle part sur les réseaux et vient renforcer votre profil et qu'un recruteur va avoir des mesures sur le temps de lecture que vous allez mettre et va dire « mais celui-là, il lit lentement, donc je le recrute pas », eh bien là, ça devient une problématique d'atteinte à la liberté individuelle. Donc tous les objets qui nous entourent, un frigo connecté, une liseuse, un smartphone, nous espionnent finalement. Oui, et d'ailleurs, il ne faut pas rentrer dans la paranoïa par rapport à tout ça, mais il faut être conscient. Un petit peu là quand même. Non mais il faut être conscient qu'il y a une tendance aujourd'hui de recueil de ces données massives issues aussi des objets connectés qui posent
potentiellement un problème de liberté individuelle sur lequel il faut que chacun de nous soit informé, conscientisé et puisse librement choisir comment il entend que ces données personnelles soient utilisées. On a une autre réaction, Marine, de Julia. On nous demande si ces algorithmes sont finalement fiables. Est-ce qu'ils marchent vraiment? Car il nous dit que ce qu'on lui propose n'a rien à voir avec ses goûts. Julien. Oui, alors... Est-ce que il peut se tromper, l'algorithme? Donc là, c'est la dimension marchande. Alors, les algorithmes prédictifs peuvent se tromper, bien évidemment, puisqu'ils sont basés sur des règles qui sont fixées et que vous ne connaissez pas. Donc, il y a plus ou moins de pertinence dans ce que détermine l'algorithme prédictif. Mais ce qui est plus embêtant, c'est que derrière ça se cachent des algorithmes auto-apprenants. C'est-à-dire que l'algorithme prédictif veut se passer de la vie de l'homme en se disant, moi, je peux améliorer ma pertinence en apprenant tout seul sur le réseau lui-même. Et donc, il détermine ses choix de façon indépendamment de l'action humaine. Ce qui s'est passé à l'échelle mondiale, d'ailleurs, quand il y a eu des grands cracks boursiers, c'était des algorithmes qui sont dans la finance, qui sont des algorithmes prédictifs, qui déterminent comment ils jouent sur la finance internationale en achetant et en vendant. Eh bien, ces algorithmes ont échappé à la main humaine et se sont finalement perdus dans un krach boursier énorme. Donc, effectivement, on peut avoir du bon comme du très mauvais dans ces algorithmes. Éric, est-ce que ça signifie que les usages d'Internet ont changé sans que les internautes s'en aperçoivent? Eh bien oui. Les usages ont changé par le phénomène des plateformes et de ces plateformes qui, aujourd'hui, conditionnent toute la majeure partie de l'activité sur Internet, et notamment les plateformes de réseaux sociaux. Et ces plateformes de réseaux sociaux utilisent vos données à des fins qui sont les algorithmes prédictifs, qui sont des gens sur le net qui ont des usages précis et envisagés de vos données personnelles. Allez Eric, on terminera rapidement par une actu. Donald Trump a annoncé supprimer la neutralité du net. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ce qui signifie que aujourd'hui, vous avez la possibilité d'accéder à des sites qui vont vous permettre d'éclairer le jugement sur tout ce qu'on vient de dire et qui sont des sites pertinents. Par contre, pour certains, ça pourrait être des sites qui sont déviants. Et donc, ce qu'on va faire sur le net, c'est qu'on va plutôt rendre plus difficile l'accès à ces sites, dans le référencement, dans le débit d'accès à ces sites, et puis permettre d'aller plus facilement sur les sites des GAFAM, de façon à ce que vous alliez plus facilement chez les Google, les Amazon et Facebook, que sur un site qui a un regard critique sur tout ça et qui vous apporte peut-être de l'information qui pourrait aller à l'encontre de stratégie commerciale et de stratégie de monopole sur les données. Merci beaucoup Eric d'être venu nous parler des algorithmes prédictifs. Je pense qu'on a effrayé quand même un petit peu les téléspectateurs. Mais en tout cas voilà, en pleine conscience désormais, ils sauront ce qui se passe quand ils vont sur Internet. Demain on va vous parler d'autre chose. Nous vous parlerons des bienfaits de la médecine hyperbare. En gros avec de l'oxygène, on peut soigner des accidents de plongée mais pas que, le diabète, la cicatrisation et même stimuler les défenses immunitaires. On vous en dira davantage demain. Bonne fin de journée, ciao.